Bonjour. Merci pour sont connectés. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter notre solution Eva Data Next. Donc, c'est de vous présenter à la fois qu'est-ce que ça couvre en termes de solutions, en termes de prestations. C'est de vous présenter aussi nos principes, comment on est arrivé à cette offre et sur quels principes technologiques on s'est basé. Et puis, l'objectif, c'est de conclure ce webinaire avec une démonstration de cette solution. Avant de rentrer dans le détail, nous sommes deux, moi-même et Florent Moraconi. Donc moi, je fais partie de EVA, qui est une filiale de la Poste Santé Autonomie, CRO, et je suis directeur data et digital. Et donc c'est en particulier dans ma direction qui a toute la partie notamment des entreprises de santé. De mon côté, Florent Moriconi, donc bonjour à tous. Je travaille chez l'ECPA Consulting, on est infogéreur HDS, on est également architecte cloud, et donc on a travaillé avec Eva la conception de l'architecture technique sur laquelle repose cette brique logicielle. Alors, on prend peut-être 5 minutes pour présenter Eva et l'ECPAC pour que vous compreniez aussi d'où on vient et ce qu'on produit. Donc nous, historiquement, Eva, on est un bureau d'études SNDS, donc on a une grosse expertise sur les études SNDS, sur les appareillements SNDS. On est devenu une CRO à part entière depuis l'achat il y a 3 ans d'une CRO sur les données primaires, et donc on intervient sur des études cliniques, des accès précoces, des études observationnelles. Et puis, depuis qu'on a été intégré au sein de DocaPost, on s'est renforcé sur la partie infrastructure technique, et donc on a développé depuis 2 ans une offre autour des entrepôts de données de santé. Cette offre autour des entrepôts de données de santé, elle s'appuie sur tout un historique d'infra qu'on a construit avant tout pour nous-mêmes. Donc on a été le premier bureau d'études à avoir une bulle SNDS autorisée par la CNIL. Donc à l'époque, on ne parlait pas d'entrepôt de données de santé. Il s'agissait du référentiel de sécurité du SNDS. Donc ça nous permettait d'avoir un espace dans lequel on pouvait réceptionner les données du SNDS étude par étude ou le PNSI, et pour travailler sur notre bulle avec les outils sur lesquels nos analystes ont l'habitude de travailler, plutôt que de travailler sur le portail de la CNAM, qui à l'époque avait une contrainte d'être uniquement sur SaaS et qui aujourd'hui encore ne permet pas d'avoir du Python. On a plus récemment, depuis décembre 2024, une autorisation de la part de la CNIL pour faire cette fois-ci un entrepôt de données de santé système FIS. Donc il y a les deux caractéristiques, on respecte le référentiel EDF et le référentiel de sécurité du SNDS, parce qu'on a l'autorisation d'avoir la base du SNDS, donc 10 ans d'historique sur l'ensemble de la population française et sur 250 variables. On minimise à 100 variables pour la réalisation des études. Et donc ça, c'est là-dessus qu'on a construit notre socle technique Eva Data Next. Je reviendrai là-dessus, et quelques challenges en particulier parce qu'on reçoit 100 téraoctets de données. Et donc il y a des aspects de performance et puis de pouvoir moduler la puissance de calcul au besoin. On a aussi depuis un peu plus longtemps un entrepôt de données de santé qui est lui aussi système FIS SNDS, qui s'appelle Agoria Santé, qui est dans un consortium avec AstraZeneca et Takeda. Et là, l'objectif, c'est d'avoir un appariement des études cliniques avec le SNDS, un appariement des accès précoces avec le SNDS, pour pouvoir faire ensuite toutes les études souhaitées sur ce type d'appariement. Et puis, pour finir, on a intervenu au sein de consortium de DocaPost auprès des EDS de Nancy et de la PHN pour pouvoir construire certaines parties des entrepôts de données de santé sur des technologies open source. Et donc, c'est fort de toute cette expérience qu'on a eue, qu'on a décidé de développer un produit, une solution qu'on appelle Eva Data Next, pour pouvoir faciliter la mise à disposition et déploiement d'entrepôts de données de santé pour tous les acteurs qui auraient des données qui auraient réutilisées à des fins de pilotage ou de recherche. Alors, pour se lancer dans cette aventure, on a fait un partenariat avec l'ECPA Consulting, en particulier sur la partie infogérance AGS. Donc, je laisse la main à Florent.
Tout à fait, merci Bertrand. Donc en fait, effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour opérer une infrastructure contenant des données de santé, la loi impose en fait d'être certifié hébergeur de données de santé, hébergeur HDS. Et donc en fait, l'ECPAC Consulting, depuis 2022, on est certifié ISO 27001 et HDS, ISO 27001 étant un prérequis, et on est spécialiste de la plateforme Kubernetes, donc d'opérer les plateformes Kubernetes dans le cloud. Avec Eva, ce qu'on a fait, c'est qu'au-delà de notre position d'infogéreur, où on a juste on va dire, déployer et exploiter la plateforme. On a construit ensemble, en fait, cette infrastructure informatique au sein, en l'occurrence, d'un cloud public. Et donc, pour présenter rapidement l'ECPAC Consulting, on a deux verticales d'activité importantes, hein, qui sont l'hébergement cloud, et notamment l'hébergement HDS, pour le compte de nos clients, et ainsi qu'une verticale data et intelligence artificielle, où là, effectivement, on se rapproche plus des problématiques qu'on a rencontrées pour le développement de la solution. Typiquement, c'est la mise en place de data lake, comment stocker un volume de données de façon efficace en termes de coûts, comment requêter de la donnée, comment en fait s'assurer que on peut derrière avoir de la traçabilité sur quelles requêtes ont été faites, etc. Donc, on est une structure qui a un peu ce côté bicéphale, à la fois hébergement cloud et à la fois data et intelligence artificielle, conception de data platform et de DS. Maintenant qu'on a fini les présentations, on a développé cette solution Eva Data Next pour répondre à des besoins assez classiques de quelqu'un qui produit des données, soit dans le cadre du soin, soit dans le cadre de la recherche, et qui décide de pouvoir avoir un entrepôt de données de santé pour pouvoir réutiliser ces données à des fins de recherche ou de pilotage, voire pouvoir avoir même un système FIS SNDS pour pouvoir apparier les données de son ODS avec le CNS. Et donc, on s'adresse à toute personne qui se pose cette question, pouvoir avoir un entrepôt de données de santé, potentiellement système FIS SNDS, pour pouvoir héberger ces données. L'objectif, nous, là, on intervient par rapport à ce type de besoin. On peut intervenir dès le début. Il y a toute une partie réglementaire assez importante de rédaction, soit d'une déclaration de conformité, soit d'une demande d'autorisation préalable pour le système FIS SNDS. Il y a tout un dossier à construire d'auto-homologation pour montrer qu'on respecte le référentiel de sécurité du SNDS. Cette partie amont aussi, c'est d'échanger avec les utilisateurs finaux de l'entrepôt de données de santé pour voir exactement quelle est leur façon de travailler sur la donnée, quels sont les outils à leur mettre à disposition dans le cadre d'un entrepôt de données de santé pour que l'usage soit le plus fluide possible. Ensuite, on peut aussi intervenir post-autorisation, on a accompagné d'ailleurs le dossier ou pas, sur le déploiement de l'entrepôt de données de santé. Donc avant tout, il y a une partie qui est de mettre en place un espace sécurisé qui répond à toutes les spécifications de sécurité des différents référentiels. On met en œuvre aussi les fonctionnalités offertes aux espaces projets pour que justement les chercheurs puissent bien travailler avec les outils dont ils ont l'habitude. On reviendra là-dessus dans la démo. Puis ce qui permet de mettre en production la solution. Et puis à la fin, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un usage et qu'il y ait une exploitation des données. Donc déjà, s'assurer que il y a une maintenance et une infogérance autour de cet entrepôt, donc on peut intervenir et accompagner sur l'hébergement, l'infogérance, l'administration, la maintenance. Et puis aussi, surtout le traitement de la donnée, s'assurer toute la partie de data engineering, c'est déjà ce qui est les flux qui alimentent l'entrepôt de santé, de pouvoir modéliser cette donnée, de pouvoir extraire des data marts justement à destination de chaque projet, à l'espace projet. Puis on peut arriver aussi pour accompagner dans la partie administration et gestion par exemple de la puissance de calcul ou des droits qu'il peut y avoir dans l'entrepôt de données de santé. Alors avant de rentrer plus dans le détail, ce qui est important, c'est que vous compreniez aussi les principes sur lesquels on s'est appuyé. C'est une solution qui est construite uniquement sur des briques en open source. Et on n'est pas en train de vendre, on n'est pas éditeur de logiciel, on n'est pas en train de vendre un produit avec une licence, un produit avec un modèle propriétaire. C'est vraiment une stack technique qu'on a développée et sur lequel il n'y a pas de licence, il n'y a pas de modèle propriétaire. En fait, on est plutôt à vous proposer d'avoir un déploiement et de vous mettre en place le temps d'un projet, un entrepôt basé sur cette stack technique. Notre spécificité aussi, c'est qu'on est 100% sur du cloud public certifié HDS. La volonté pour laquelle on est là-dessus, c'est qu'on veut pouvoir bénéficier à la fois de la scalabilité du cloud public qui permet
d'ajuster les demandes en fonction du besoin. Et puis, on voulait aussi bénéficier des services managés, voire des coûts de stockage S3 du cloud public qui sont extrêmement compétitifs. Troisième point, parce que ça a été quand même, ça représentait un temps assez important, cette architecture qui est en open source et qui est sur du cloud public HDS a été présentée à la CNIL et donc a déjà été autorisée par rapport au référentiel EDS et par rapport au référentiel de sécurité SEDS. Donc l'avantage d'avoir cette brique technique qui est déjà, cette stack technique qui est déjà mise en place, c'est qu'on peut aller aussi assez vite et donc on peut vous déployer une plateforme en moins de 3 mois, le temps après s'ajustant aussi en fonction des besoins spécifiques que vous auriez. C'est d'ailleurs le dernier avantage de cette offre, c'est que ce n'est pas un produit figé. Vous avez après la main sur la feuille de route et comment vous voulez le faire évoluer. Et donc, on vous apporte aussi quelque chose de sur mesure. On part de quelque chose qui a déjà été développé, qui permet d'aller plus vite. Après, si vous voulez, tous les ajustements que vous le souhaitez, on peut les mettre en place. Et donc, finalement, notre offre, elle se structure autour de 5 types de services. Le premier, c'est ce que je mentionnais au début, toute la partie réglementaire, dossier d'autorisation CNIL, c'est quelque chose dont on a l'habitude de faire. On a, pour construire ces EDS, une nombreuse échanges avec CNIL pour avoir, parce que c'est quelque chose de lire le référentiel CNIL, EDS ou SNDS, et puis c'est quelque chose d'autre de définir précisément comment on le met en place, comment on peut l'interpréter. Si on a une lecture très rigoriste de ces référentiels, finalement, on arrive à mettre tellement de sécurité que plus personne arrive à avoir accès à ces données, et même ceux qui y sont autorisés, et donc l'usage est très limité. Et donc, on a réussi à construire, avec de nombreux échanges avec la CNIL, des process qui permettent à la fois de garantir la sécurité demandée et exigée pour ces données qui sont aussi sensibles, et en même temps de garantir que ces données soient dans un environnement qui soit quand même acceptable pour des analystes et qu'on puisse faire toutes les analyses souhaitées. Donc voilà, on intervient sur toutes les pièces du dossier CNIL, que ce soit les dossiers, que ce soit l'IP, et que ce soit aussi des process à mettre en place pour respecter ces référentiels. Et donc on a des trames de template après qu'on peut adapter à la réalité de chaque client. C'est quelque chose en tout cas qu'on peut mettre en place. Je te laisse la main, Florent, peut-être pour la partie construction et maintenance. Oui, parfait, merci Bertrand. Donc effectivement, pour donner quelques éléments, c'est ce que tu mentionnais Bertrand, c'est en fait le choix qu'on a fait qui était quand même un petit peu, je veux dire, assez novateur à l'époque où on l'a fait, de partir sur cette brique cloud public. On a eu des échanges avec la CNIL, on a dû développer des solutions qui nous ont permis en fait d'assurer la sécurité des données. J'en ai un exemple simple, par exemple pour le stockage de vos données, ce qui est le plus efficace en termes de coût, c'est le stockage S3, qui est fourni par exemple par OVH. En ordre de grandeur, on est de l'ordre de quelques centimes, on va dire, par giga par mois. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace en termes de coût. Par contre, c'est un service managé d'OVH. C'est un service où OVH va avoir beaucoup de serveurs derrière, en fait, et il va y avoir plusieurs clients d'OVH qui sont dessus. Ce service est évidemment certifié HDS, donc pour qu'en termes de réglementation, on puisse y héberger de la donnée de santé. Mais la CNIL, en fait, va au-delà de ça et dit, mais attention, si vous hébergez de la donnée, en fait, dans ce contexte-là, il faut que vous soyez vous-même le propriétaire des clés de chiffrement. Il ne faut pas que les clés de chiffrement puissent être accédées par un autre acteur que l'administrateur de l'EDS. Et donc, c'est le type de solution qu'on a dû déployer pour assurer, en fait, la sécurité des données, à la fois bénéficier des coûts moindres de services managés d'OVH, parce que OVH a des économies d'échelle que vous ne pourriez pas avoir, en fait, avec votre propre infrastructure, ou que même nous-mêmes, nous ne pourrions pas avoir, tout en assurant également un haut niveau de sécurité, notamment le fait qu'OVH n'ait pas accès à vos données. OVH, d'ailleurs, ou autre fournisseur cloud de façon générale. Et donc, en fait, la solution qu'on a construite également, c'est on ne s'est pas appuyé sur des outils propriétaires. On n'a pas pris vous voyez, il y a des grands noms dans le domaine qui vous permettent de faire de l'analyse de données. En général, c'est des plateformes SaaS où vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous pouvez juste interagir avec des API où vous n'avez vraiment pas la main ni sur le code, ni en termes d'indépendance technologique. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des briques open source. On en parlera dans la slide juste un peu après pour les grandes briques. Et en fait, on a créé une solution entière basée sur ces différents outils avec de l'intégration très poussée. On en parlera pendant la démo pour voir comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est la partie construction. Comme disait Bertrand, c'est quelque chose qu'on sait faire bien, qu'on sait faire rapidement. Et après, il y a la partie exploitation. Il y a donc sur le run, sur le long terme. Et là, également sur ce côté-là, on est en capacité de vous accompagner. Donc, à la fois, bien sûr, pour l'infogérance HDS. Donc, vous n'avez pas besoin d'être certifié vous-même HDS, parce que
voilà, vous pourrez vous appuyer sur un partenaire qui l'est et qui pourra payer votre infrastructure, mais également en termes de maintenance et d'évolution de l'infrastructure. En fait, c'est votre produit, c'est votre stack technique, vous pouvez la faire évoluer selon votre feuille de route. Donc, si demain, vous souhaitez ajouter de nouveaux modules, vous souhaitez modifier des modules existants, vous en aurez tout à fait la possibilité pour le faire. Il y a voilà, une base, en fait, ce qui va être important dans le cadre d'une infrastructure de données de santé, ça va être d'assurer la sécurité. Donc, il y a, voilà, on va dire une base minimale en termes de maintenance pour assurer les mises à jour, gérer les vulnérabilités. Ça, c'est le point critique. Et après, au-delà de ça, il y a évidemment des évolutions qui sont possibles. Voilà en quelques mots cette partie construction et run. Et après, pour la partie technologie, on en parlera juste après sur les grandes briques technologiques qu'on a utilisées. Ensuite, il y a aussi, une fois que l'entrepôt de données de santé est en production, toute une partie d'accompagnement pour l'intégration de capacités open source. Il se trouve qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont déjà leur entrepôt de données de santé et qui publient des capacités analytics en open source, que ce soit sur le NLP, je pense par exemple sur la pseudo-imagerie aussi, les questions d'interopérabilité, des algorithmes de pathologie pour identifier les pathologies qui seront publiées par la plateforme des données de santé. Donc, l'objectif aussi, c'est de pouvoir offrir au sein de cet entrepôt de données de santé ces solutions qui sont open source et les maintenir dans le temps pour qu'elles soient le plus facilement exploitables par ceux qui ont accès à cet entrepôt de données de santé. Et puis le dernier point, c'est que c'est quelque chose d'avoir l'entrepôt d'un point de vue technique, des outils associés, mais il faut aussi qu'il y ait l'expertise autour de la donnée. Donc là-dessus, on va intervenir aussi sur toute la partie data management, la transformation sur des modèles, OMOP en particulier, toute la partie data engineering, la création des pipelines de traitement pour pouvoir justement arriver à ces modèles de données. On peut vous former aussi, bien sûr, pour travailler dessus. Puis le dernier point, et c'est aussi notre spécificité d'être également une CRO, c'est que on a aussi une vision des usages attendus de la part des industriels sur ces entrepôts de données de santé, besoins qui sont souvent multicentriques. Donc, on peut vous accompagner aussi pour la mise en valeur de votre patrimoine de données, donc des données qui sont inclus dans l'entrepôt de données de santé, pour voir quelles sont les attentes et l'intérêt potentiel pour ces données de la part des industriels, et faire en sorte de pouvoir créer un réseau de données multicentriques qui intéresserait les industriels. Donc maintenant qu'on a présenté les prestations et les différents types de missions sur lesquelles on peut intervenir, je vous propose de faire un zoom sur, on n'est pas rentré dans le détail de l'architecture, en tout cas sur les principes open source et puis vraiment ce qu'on a mis en place pour respecter le différents référentiels. Je te laisse la main, Florent. Oui, merci Bertrand. Donc effectivement, sur ce point-là, déjà, on ne va pas parcourir forcément tous les logos, toutes les solutions techniques qu'on a mises en place, mais ce qui est important, c'est que cette solution se déploie en fait sur une plateforme Kubernetes. Donc c'est un sujet un peu technique, c'est plus pour le côté cloud et les gens qui font du cloud, mais ce que ça veut dire derrière, c'est que c'est une plateforme open source qui est massivement utilisée par tous les grands cloud providers, qui est utilisée en on-premise également chez un certain nombre d'institutions. Et donc, en fait, cette solution est agnostique de l'infrastructure dans laquelle on la déploie. On peut déployer sur un Kubernetes chez OVH, on peut déployer sur Kubernetes sur un autre cloud provider, ou on pourrait déployer dans un Kubernetes sur du on-premise. Il n'y a pas de verrou technique fort sur le fait qu'on ait besoin de prérequis importants. Donc, on s'appuie massivement sur cette plateforme Kubernetes. Et en fait, à l'intérieur, on va avoir, vous le verrez pendant la démo, en fait, cette bulle de traitement, cette bulle de calcul, c'est un vrai environnement de travail. Donc, imaginez en fait un PC en fait sous Linux, un bureau à distance, sur lequel vous avez votre environnement de travail, vos logiciels, vos outils. Et donc, ça, c'est notamment pour ça qu'on a le logo en fait XFSE qui apparaît, qui est l'environnement de travail sous Linux, et qu'on vous montrera dans un instant. Sur les autres sujets qui vont être plus intéressants, qui vont être d'un point de vue fonctionnel, pour certains d'entre vous, probablement, vous avez entendu parler de Trino ou de PostgreSQL. Donc, c'est des moteurs de base de données relationnelles qui vous permettent de stocker de la donnée tabulaire. La différence entre les deux, c'est que Postgre est plus orienté sur des volumétries, on va dire peut-être un peu plus modestes, et de faire de la requête avec un résultat très rapide. Donc, en général, ça vous permet, voilà, sur des bases de l'ordre de quelques centaines de gigas, quelques téras, c'est ce qui est recommandé pour travailler sur du Postgre. A contrario, du Trino va vous apporter la même approche fonctionnelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir stocker des données tabulaires et pouvoir faire du requêtage SQL avec le langage SQL classique que vous connaissez. Mais là, on va pouvoir monter sur une volumétrie de données bien plus importante. Plusieurs dizaines de téras, plusieurs centaines de téras. C'est quelque chose qui va être tout à fait possible avec Trino. Et ce que ça va vous permettre également, c'est de faire des économies en termes de coûts. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker
vos données sur un stockage chaud, comme on appelle ça avec du Postgre, vous allez pouvoir stocker vos données sur du S3 et donc avec un coût qui va être très compétitif, y compris pour une volumétrie de données très importante. Donc, en termes de stockage de données, on est principalement sur Postgre Trino, mais comme on le précisait tout à l'heure, si demain il y a d'autres évolutions qui sont nécessaires ou qui demanderaient à être ajoutées, ça ne pose aucun problème, parce que la stack étant open source et modulaire, on peut tout à fait rajouter en fait un certain nombre de modules. Également, quand on parle d'environnement de travail, là on a parlé des moteurs de requêtage de bases de données, ce qui est important pour pouvoir travailler, mais il y a aussi la question de comment vous partagez votre donnée, comment vous partagez votre code et comment vous travaillez en collaboration. C'est pour ça qu'en fait, au sein de la bulle, on a mis à disposition un GitLab qui va vous permettre, depuis votre bulle, on vous montrera après un exemple, de pousser votre code, d'utiliser de la CI/CD, d'utiliser toutes les bonnes pratiques de développement logiciel. Donc, par exemple, le fait de pouvoir avoir une CI/CD qui va faire passer un linter sur votre code pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, pour vérifier que les bonnes pratiques sont respectées. Donc, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place. On va aussi pouvoir favoriser la reproductibilité des résultats. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en fait, au lieu de faire un calcul sans... Vous êtes dans votre bulle, donc vous êtes en conformité HDS et au référentiel CNIL, là n'est pas le sujet, mais l'idée, c'est de promouvoir en fait la reproductibilité de vos résultats. Si un chercheur A fait une certaine étude, il serait intéressant qu'un chercheur B puisse également trouver le même résultat, puisse relire le code, puisse valider en fait la cohérence des développements. Et donc pour ça, c'est pour ça qu'on a mis en place une forge logicielle, un GitLab, directement au sein en fait de la solution, qui vous permet d'échanger votre code entre les différents utilisateurs. Également, donc on le montrera après, mais donc c'est un environnement de travail complet. Donc que vous travaillez en Python, que vous travaillez en R, que vous travaillez en SAS, que vous travaillez avec le logiciel SAS, ou que vous travaillez avec d'autres logiciels, à partir du moment où votre logiciel est compatible Linux, qui est quand même le cas pour l'immense majorité des logiciels à vocation technique ou scientifique, vous pouvez en fait le déployer dans votre bulle en autonomie, c'est-à-dire que vous ne dépendez pas ni de l'ECPAC Consulting, possiblement en fait ni d'EVA, vous avez la possibilité en fait de pouvoir mettre à jour vos propres outils au sein de la bulle. Et ça vous permet donc de travailler et d'être agile en fait dans vos besoins, dans vos évolutions. Donc pour les grandes technologies, je ne rentre pas trop dans le détail, mais pour les grandes technologies qu'on utilise, il y a évidemment également un bastion pour assurer la sécurité, assurer la traçabilité. Il y a également, donc on précisait un petit peu en bas, je crois que c'est le logo effectivement de PyCharm, donc si vous utilisez PyCharm, vous pouvez également avoir ce type de solution. Et ce qu'on voit un peu plus sur la droite de la slide, c'est quelques éléments clés en fait de la solution, qui en fait découle directement du référentiel EDS. Donc évidemment une isolation des espaces, donc les bulles ne peuvent pas communiquer entre elles, sauf si elles sont autorisées. Donc au sein d'un même projet par exemple, vous pouvez tout à fait communiquer entre vous, parce que vous êtes dans un projet de recherche. En tant que deux projets de recherche différents, vous ne pouvez pas corréler les données, parce qu'en fait le référentiel EDS vous l'interdit. Donc évidemment il y a des mesures de sécurité qui sont mises en place, des mesures de chiffrement, des mesures d'authentification, notamment du MFA qui est utilisé, des mesures de gestion des permissions, avec un niveau de finesse qui va être intéressant. Par exemple, pour vous donner un exemple, avec Trino, vous avez une table, une base de données relationnelle, vous pourriez en fait filtrer même au niveau des lignes. C'est-à-dire qu'un utilisateur A aurait accès, par exemple, qu'aux lignes qui correspondent à un certain critère. Donc c'est un niveau de finesse en fait qu'on peut avoir en termes de filtrage. Et après, sur les deux derniers points, bien sûr, les bonnes pratiques de développement informatique et d'opération informatique. Il y a du sauvegarde, deux sauvegardes géographiquement distantes pour assurer que vos données sont en sécurité. Il y a une trace des actions qui sont faites avec un journal d'audit qui peut être exporté en cas d'audit nul, qui peut être exporté en cas de demande de l'administrateur, et donc qui permet en fait de savoir exactement ce qui s'est passé au sein de votre DS. Donc tous ces éléments sont des prérequis de toute façon au respect du référentiel EDS, et c'est quelque chose qui a été mis en place lors de la construction. Peut-être au risque de paraphraser un petit peu. En effet, il y avait une grosse réflexion sur le respect de la sécurité imposée par les référentiels, mais aussi comment s'assurer qu'il y a un usage qui soit une réussite. Tu l'as mentionné, mais fallait qu'on soit en capacité d'avoir 100 téraoctets de données, voire même plus quand on aura l'imagerie, donc de pouvoir monter à plusieurs téraoctets de données, et donc d'avoir quand même un hébergement adéquat acceptable. On a aussi le sujet d'avoir des besoins de puissance de calcul qui sont assez variables. Déjà, au démarrage, on se crée nos datasets de données, on a cherché dans ces 100 téraoctets de données. Donc, au démarrage, on a besoin d'avoir un peu de puissance de calcul pour pouvoir assez rapidement extraire nos datamarts pour pouvoir après faire des projets sur des bases plus petites. Puis, on a aussi une variabilité dans les études qui peut changer du simple au double. Et donc là, avec une volonté de pouvoir bénéficier de la scalabilité du cloud public. Et puis le dernier point, ce que je mentionnais un peu, c'est sur les process, c'est faire quelque chose qui soit réaliste pour le quotidien des chercheurs. Je prends un petit exemple.
par exemple l'export des données. Il y a tout un process d'export des données. Dans les référentiels, on ne peut exporter que des données qui sont anonymisées. Aujourd'hui, il n'y a pas de manière mathématique 100% fiable qui permette de garantir qu'un export est 100% anonymisé. Et donc, il faut qu'il y ait un contrôle manuel, une analyse de risque. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place, et ce qu'on a décrit dans notre dossier de la CNIL, c'est qu'il y a une responsabilisation d'abord de celui qui demande l'export, qui s'engage à bien vérifier qu'il n'y a pas de données pseudonymisées, en tout cas au niveau du patient. On a quelques contrôles automatiques, pas de garantir à 100% l'anonymisation, mais qui permettent quand même de vérifier à ce qu'il n'y ait pas d'usage frauduleux. Et puis, on permet l'export, ce qui permet d'avoir quand même une réactivité assez forte pour celui qui travaille sur ces données. Et, de façon trimestrielle, on a un corrotage via le journal des exports pour vérifier au cas par cas. En effet, il y a eu des pratiques clientes que le chercheur pensait être 100% anonyme et qui finalement ne serait pas si anonymisé que ça. Donc on a vraiment cherché à mettre en place des process qui puissent permettre aux chercheurs de travailler au quotidien sans à chaque fois dépendant de l'administration ou de contrôle qui serait nécessaire dans cette zone. Dernier point avant de rentrer sur la démo, c'est l'avantage de cette stack technique, c'est que ça peut aller très vite. On peut aller à 1 à 3 mois pour mettre à disposition les briques techniques de cette solution d'hébergement LS. On va compter quand même un mois aussi pour vous former à la fois d'un point de vue analyste, donc celui qui va travailler sur les données, aussi d'un point de vue administrateur, puisque vous serez administrateur de l'entrepôt, et donc pouvoir savoir comment on crée une bulle projet, comment on autorise ou on ferme une habilitation de quelqu'un qui va travailler sur une bulle spécifique, comment on extrait le journal des exports ou un export en particulier pour pouvoir faire les contrôles. Donc ça, voilà, on compte à peu près un mois, puis après, on continue, on vous accompagne sur tout ce qui est support, maintenance, recherche. Ensuite, il y a la partie réglementaire. Alors déjà, nous, on compte 2 mois pour le dossier CNIL. Alors ça peut être plus quand vous avez des demandes assez un peu exotiques qui peuvent faire réagir fortement la CNIL, mais si vous avez des finalités qui sont assez logiques par rapport à votre fonctionnement, nous, la partie technique a déjà été validée par la CNIL, donc ça là-dessus, tout est déjà rédigé et prêt. Après, si vous demandez une demande d'autorisation ou si vous voulez déposer un dossier d'autonomisation pour le système FIS SNDS, généralement on compte 2 à 4 mois qui sont le temps de la CNIL pour valider le dossier. Si vous respectez 100% le référentiel EDS, à ce moment-là, c'est juste une déclaration de conformité au référentiel EDS, donc il n'y a plus ce délai-là. Puis après, c'est aussi assez rapide pour mettre en place les process et les adapter à votre fonctionnement, donc ça prend 1 à 2 mois. Le message, c'est de dire que, en tout cas, sur les process, les dossiers ou l'infra, c'est quelque chose qui se met assez rapidement en place. Après, il y a tout un travail qui peut arriver sur le data engineering, sur la modélisation des données, et là, qui dépend beaucoup de l'état de vos données sources et comment elles ont été collectées à la base. Je propose de conclure là-dessus pour les slides et puis de te donner la main, Florent, pour faire une démonstration de notre solution. Parfait. Merci Bertrand, effectivement. Donc je me permets de partager mon écran pour vous montrer comment ça peut fonctionner. Je vais vous partager directement un onglet. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer si ça fonctionne. Voilà, parfait, je vois mon propre écran. Donc en fait, ce qu'il faut voir déjà, c'est que la solution de bureau à distance, vous y accédez à un simple navigateur. Donc en termes de facilité d'utilisation, c'est très simple, c'est comme si vous alliez sur un site internet, et vous vous authentifiez en fait sur ce qu'on appelle un bastion, qui en l'occurrence est une solution open source qui s'appelle Apache Guacamole, et qui va vous permettre en fait d'accéder à votre bureau à distance. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais rentrer mes identifiants donc, de connexion. Bien sûr, on est sur un environnement de staging qui ne contient pas de données de santé. Et donc, je vais me connecter avec mes identifiants. Donc, j'ai un couple identifiant mot de passe qu'il faut que j'entre. Et ensuite, j'ai une authentification multifacteur. Donc, on me demande un fameux code TOTP, vous savez, avec une application ou une petite calculette physique qui vous permet d'accéder à ce code qui change toutes les 30 secondes. Une fois que vous êtes connecté, voilà, vous arrivez sur votre bureau à distance.
Donc là, en fait, c'est un bureau à distance. Vous êtes techniquement dans une infrastructure informatique, hein, dans un cluster Kubernetes. Mais pour vous, c'est comme si vous aviez voilà, un PC distant qui, en fait, est allumé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc là, vous pouvez ouvrir, en fait, vos différents logiciels que vous avez au sein de cette plateforme. Par exemple, donc, on est dans un environnement Linux, hein, donc vous avez tout simplement un espace personnel, vous avez des dossiers, vous avez donc ce qu'on appelle un workspace avec un certain nombre voilà, vous pouvez stocker vos dossiers qui évidemment sont conservés et pour lesquels vous pouvez travailler dessus. Par exemple, ici, on a des repos Git en fait qui ont été clonés. Si par exemple, je regarde Data Management, bon, c'est un repo Git avec du code Python à l'intérieur. Ce qu'il faut voir en termes d'outils, ce qui va être important, c'est qu'on va avoir différents types d'outils. Je ne vais pas tous les ouvrir parce que sinon ça va être un petit peu long. Mais en fait, déjà pour vous les montrer, dans cet environnement de test qui correspond grosso modo à l'environnement qui est utilisé chez Eva, on a des outils qu'on utilise régulièrement, que ce soit du dbehavior, donc typiquement que j'avais ouvert tout à l'heure, qui est donc un client en fait qui se connecte à plein de systèmes différents, donc du Postgre, du Trino notamment dans notre cas, et qui permet par exemple de faire de façon très visuelle, d'afficher des tables, de faire du requêtage SQL, de faire de l'insertion de données également si vous souhaitez du travail sur les données. Donc c'est vraiment un client SQL avec une approche très visuelle. C'est un outil évidemment open source qui est assez largement utilisé. Mais également, on a d'autres logiciels, si on regarde un petit peu ce qui est prévu, donc on a du PyCharm, donc un éditeur de logiciels intégré, on a du RStudio, qui vous permet d'écrire du code R avec tout un environnement de développement intégré également, spécifique pour le R, et vous avez également VS Code, très classique, IDE largement utilisé. En termes de, peut-être, on va dire, d'approche plus légère que si vous voulez pas forcément faire du code, vous avez également la suite LibreOffice. On est dans un environnement Linux, on peut installer tout logiciel qui tourne sous Linux. Et donc, si par exemple, vous souhaitez faire des travaux sur directement LibreOffice Calc, qui est un peu l'équivalent du tableur Excel hein, sur bien des aspects, vous avez également la possibilité de travailler directement sur Sandbox sur ce type de logiciel. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est vraiment l'environnement Linux. Nous, on a installé certains outils qui nous intéressent, mais au-delà en fait de ces outils-là, vous pouvez installer les outils que vous souhaitez. Si on regarde sur certains éléments qui sont intéressants, donc là, par exemple, on a ouvert le GitLab. Je disais tout à l'heure, en fait, qu'on avait un GitLab. Vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous créez une étude, donc un projet de recherche, automatiquement, vous allez avoir un groupe en fait qui va être créé. Donc là, par exemple, c'était le groupe Freya. Encore une fois, c'est l'environnement de démo, hein, de non-staging, pas le vrai entrepôt de données de santé Freya d'Eva. Mais vous avez donc dans cet entrepôt de données Freya, vous avez une étude qui s'appelle Test 0608, qui est un nom d'étude arbitraire qu'on a donné. Et ça vous permet d'avoir en fait des répertoires Git qui sont créés. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que ça n'a pas été fait manuellement, ça a été fait automatiquement. Vous avez configuré en disant moi j'ai une étude voilà, que je veux développer, je veux avoir tel repo Git, et automatiquement le système va vous créer en fait les différents répertoires Git. Donc là, vous voyez, on a essayé de mettre en place une certaine logique. C'est-à-dire qu'en fait, on a une logique extraction, data management, analyse. Extraction, c'est la partie, en fait, le code qui va servir à requêter la base centrale SNDS. Donc l'extract, comme le précisait Bertrand, qu'on a des données issues du SNDS dans l'entrepôt de données Freya. Donc faire du ciblage et ensuite de l'extraction, qui va permettre aussi de saler les identifiants patients, ce qui est une obligation de l'ECNIL, du référentiel CNIL. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette première extraction de la base centrale, on va avoir une zone de data management. Donc, ça va être du retravail de la donnée, typiquement par des gens qui ont un profil data manager. Et ensuite, on va avoir une zone d'analyse, où là, on va avoir du code qui va permettre, on va dire en général plus fonctionnel, d'établir des statistiques, par exemple, sur vos différentes données. Donc, encore une fois, nous, c'est une proposition qu'on fait ici, qu'on utilise dans le cadre de l'usage interne d'Eva. C'est évidemment libre. Si vous souhaitez avoir qu'un seul répertoire aussi, si vous souhaitez avoir plus d'étapes intermédiaires, c'est quelque chose qui est tout à fait possible sur ce point-là. Ces différents points. Donc là, vous avez un repo Git qui est complet. Alors là, c'est l'environnement de démo, donc je vais voir exactement ce qu'on a à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment quelques codes de test qu'on avait mis, hein, qui datent un petit peu. C'est normal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir également de la CI/CD, donc des pipelines de données qui vont des pipelines en fait généralistes, qui vont se déclencher en fait lorsque vous poussez du code. Donc CI/CD, c'est comme ce que vous avez sur github.com ou ce que vous avez sur gitlab.com. Ça vous permet d'exécuter du code à chaque commit. Ce qu'on va voir également, donc ça c'est la partie GitLab, donc qui est intégrée en fait, alors évidemment vous n'avez pas un GitLab pour chaque bulle, parce que sinon ça va être un petit peu lourd, vous avez un GitLab qui en fait est pour tout le DS, et après vous avez une séparation logique qui est faite pour chacune de vos études. Ce que vous allez également pouvoir avoir, c'est un cluster Trino. Donc là, ce qu'on voit ici en fait, c'est que le cluster Trino, c'est l'outil de requêtage SQL dont on parlait. Et ici, on voit qu'on a par exemple un worker qui est actif, mais c'est quelque chose qui va pouvoir être auto-scalé. Donc, il va pouvoir en fait augmenter le nombre de workers à la demande ou baisser le nombre de workers à la demande selon les requêtes que vous émettez, selon la complexité de vos requêtes.
Donc, toute cette partie-là est automatique. Vous n'avez pas besoin de la gérer en fait vous-même, mais vous avez de la visibilité en disant combien j'ai de requêtes qui tournent, quel est le nombre de workers actifs, quel est le nombre de lignes processées par seconde. Donc là, bon, je n'ai pas lancé de requête, mais si on lançait une requête, on peut voir qu'on pourrait monter en général entre 3 et 5 millions de lignes par seconde. Donc c'est quelque chose qui est quand même très rapide et très efficace sur ce côté-là. Ce service Trino, en fait, voilà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est complètement géré. Il n'est pas directement, vous êtes juste utilisateur, vous n'avez pas à l'administrer directement en tant qu'utilisateur, mais vous pouvez directement émettre vos requêtes et elles sont traitées. Alors en termes de sécurité, bien sûr, on a un password manager voilà, pour gérer proprement tous les différents sujets. Ça, c'est normal, c'est une obligation en fait, de la CNIL sur ce sujet-là, et notamment d'analyse de sécurité qui a été faite de l'environnement. Et ensuite, vous avez donc un terminal en ligne de commande. Bon, là, j'avais lancé Trino pour montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ce qu'il faut vraiment retenir de ce côté démo, c'est qu'on a un environnement de travail complet qui permet de recevoir en fait les informations, les logiciels que vous souhaitez à l'intérieur et donc utiliser vos propres outils. C'est ce côté modulaire qui, on pense, est quand même très intéressant, le fait que vous puissiez le gérer vous-même et le fait que vous ayez un environnement complet. Donc, vous voyez, quand je me suis connecté, j'avais déjà mon Firefox qui a été ouvert. En fait, l'environnement, lui, reste persistant. Même si vous fermez votre ordinateur, si vous lancez des calculs, vous fermez votre ordinateur, vous réouvrez votre ordinateur, vous retrouvez votre environnement qui continue de travailler. Et il n'y a pas eu d'interruption côté cloud. Donc, après, voilà, il y a un certain nombre de mécanismes d'optimisation qui ont été mis en œuvre pour pouvoir avoir des coûts les plus faibles. Mais ça permet, en fait, d'avoir un environnement de travail qui est tout à fait cohérent. Et dernier point qui est important sur le côté cloud public, c'est que vous avez un environnement de travail qui est la puissance que vous assignez à votre environnement de travail est complètement personnalisable, y compris sur des durées très courtes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple vous avez besoin d'un GPU pour 1 heure, c'est quand même dommage. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous avez besoin d'acheter un GPU, donc de faire l'investissement de GPU, puis en plus après derrière, voilà, c'est pas forcément très pratique, c'est un ordinateur portable, etc., etc. Là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire dans le cloud public, c'est qu'on va pouvoir attacher à votre machine virtuelle un GPU pendant par exemple 1 heure ou 3 heures ou 24 heures, la durée que vous souhaitez. Et de ceci de façon quasi automatique. C'est-à-dire que c'est vous qui directement, depuis votre interface d'administration, pourrez gérer en disant je veux rattacher à cette bulle de travail un GPU pour la durée que je souhaite. Donc ça, c'est vraiment un avantage très important du cloud public, c'est que ça permet de bénéficier de certaines ressources, y compris de ressources qui sont assez chères, comme des GPU, pour uniquement la durée dont vous avez besoin, et ne pas avoir en fait à provisionner ou à acheter ces ressources sur le long terme. Voilà en quelques mots, je pense, pour vous montrer à quoi ressemble cette solution DataNext. Bien sûr, bon, c'est une démo qui vous permet juste de voir l'environnement. Je pense que ça peut ouvrir justement des questions, soit maintenant, soit plus tard, pour qu'on puisse vous présenter plus en détail la solution. Je ne sais pas si Bertrand, pour toi, tu avais d'autres points que tu voulais ajouter. Non, merci. Merci beaucoup, Florent. Donc, on est arrivé sur la fin de ce webinaire. Vous pouvez aussi nous contacter par mail à posteriori si des questions venaient. Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.